Ce peuple, devenu aux yeux de beaucoup un peuple d'indésirables, est bel et bien une arête coincée dans la gorge du monde. Personne n'arrive à l'avaler. Pour l'exclure définitivement du monde dans lequel il se bat pourtant pour exister, on a vu s'ériger, année après année, cette banalité d'un mal nouveau, qu'est le racisme anti-palestinien et qu'il faut nommer comme tel. Les Palestiniens n'ont jamais existé. Golda Meir, 1969, et Smotrich aujourd'hui. Nous ne devons pas laisser un seul village, pas une seule tribu. Joseph Wade, directeur du Fonds national juif, 1973. Les Palestiniens sont des bêtes qui marchent sur deux jambes. Menahem Begin, 1982. Lorsque nous aurons colonisé le pays, il ne restera plus aux Arabes qu'à tourner en rond comme des cafards drogués dans une bouteille. Le chef d'état-major, Raphaël Eitan, en 1983. Les Palestiniens seront écrasés comme des sauterelles, leurs têtes éclatées contre les rochers et les murs. Le ministre israélien Yitzhak Shamir, 1988. Les Palestiniens sont comme les crocodiles. Plus vous leur donnez de viande, plus ils en veulent. Ehud Barak, Premier ministre israélien, 2000. Le qualificatif « animaux humains » qui a été prononcé par le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant en octobre 2023 et qui a beaucoup heurté, s'inscrivait dans la conscience de son auteur non pas comme un excès de langage anecdotique, mais dans un continuum cohérent qui répond à la mécanique du nettoyage ethnique. L'animalisation répétée du sujet palestinien s'inscrit dans la même logique que celle qui avait été opposée à d'autres sujets génocidés, les Juifs ou encore les Tutsis. Déshumaniser, exclure de l'humanité, sert de préalable au consentement du génocide. Le génocide n'est jamais un accident de l'histoire, il suit toujours la même logique. Il faut croire que nous échouons systématiquement à l'enrayer. Pourtant, les premières alertes étaient là, dès la Nakba, histoire ou récit encore étouffé et nié. Les témoignages des soldats israéliens présents sur les lieux des atrocités et qui avaient participé à l'assaut au sein du 89e bataillon commandé par Moshe Dayan sont unanimes. Les troupes de l'armée israélienne envahirent le village d'Al-Dawaïma et entreprirent de liquider les civils, jetant leurs victimes dans des fosses. Ils tuèrent les enfants à coups de bâton sur la tête, pas une maison ne fut épargnée. Les survivants furent alors enfermés dans des maisons, sans eau ni nourriture, alors que le village était rasé. Un commandant ordonna à un sapeur de mettre 2 vieilles femmes dans une des maisons et fit sauter la maison avec les 2 femmes. Un soldat, se vantant d'avoir violé une femme, puis de l'avoir tuée. Une femme, avec son nouveau-né dans les bras, fut prise pour nettoyer la cour où les soldats mangeaient. Elle travailla 1 jour ou 2, puis ils la tuèrent avec son bébé. Plusieurs documents attestent que ces atrocités furent commises dans le village et aux alentours, y compris dans la mosquée, dans une grotte voisine, qu'on avait fait sauter des maisons dans lesquelles des vieillards avaient été enfermés et qu'il y avait eu plusieurs cas de viol suivis d'assassinats. À chaque fois que je relis ce récit de la Nakba, j'y vois quelque chose qui aurait pu prédire ce qui allait arriver à Gaza et ce qui arrivera très probablement à la Cisjordanie. Une Nakba continue. Non, ce ne sont pas de simples séquences d'un conflit, séparées les unes des autres, mais un processus qui est continu, qui a débuté en 1948 et qui ne s'est jamais arrêté. La Palestine est également une fenêtre sur nous-mêmes. Elle nous inscrit, qu'on le veuille ou non, dans le cours de l'histoire. Que l'on se taise ou que l'on se lève, on participe à ce qui est en train de s'écrire, ici et là-bas. Elle nous a secoués, révélés et même réveillés. Dans une Europe qui renoue chaque jour un peu plus avec ses dérives fascistes, qui ne voit pas le danger qu'elle constitue pour elle-même, qui s'engouffre dans sa propre aliénation coloniale, qui l'abrutit au sens propre du mot, comme le soulignait Aimé Césaire, la Palestine est devenue une question paradigmatique de la faillite morale et politique de nos sociétés occidentales.
Pour Césaire, l'Europe colonisatrice était, je cite, « indéfendable ». L'Europe, qui demeure le premier partenaire commercial d'un État colonial, qui commet un génocide, est tout aussi indéfendable. Une Europe qui sacrifie les droits et les libertés de ses propres citoyens, qui les surveille, les harcèle, les traque à l'université, dans la rue, dans les syndicats, dans les partis d'opposition ou encore sur les réseaux sociaux, pour protéger un État coupable du pire, c'est aussi ça, une Europe indéfendable. De la négation d'un génocide aux procédures Bayon en passant par les procédures de censure qui n'ont rien à envier au régime autoritaire, il n'y a qu'un seul et même objectif, érigé aujourd'hui en dogme politique, la défense de l'idée que l'on se fait de la civilisation occidentale et de l'Orient barbare. Le fondateur du sionisme lui-même, Théodore Herzl, prêchait pour un Israël qui serve d'avant-poste de la civilisation contre les barbares, un rôle renouvelé à l'heure de la guerre contre le terrorisme, précise très justement Alain Grech. Israël est incontestablement un bout d'Occident en Orient, et c'est à ce titre que l'alliance euro-israélienne est tout aussi idéologique que stratégique. Mais les peuples n'ont pas dit leur dernier mot. Partout, à travers le monde, ils voient en ce peuple non pas des animaux, mais de véritables humains qui demandent à exister et non plus à survivre sur leur propre terre. Des manifestations à la flottille de la liberté, en passant par les actions de blocage ou de boycott, les citoyens partout portent la responsabilité que leurs dirigeants peinent à assumer. Exiger le respect du droit international et mettre un terme à un génocide colonial. Depuis 2 ans, la force des mobilisations citoyennes et populaires a fait de la Palestine l'épicentre des luttes progressistes. Entre l'implication des entreprises d'armement, les hyper-profits de multinationales dans les territoires occupés, la complicité de nos dirigeants et l'anéantissement de l'ordre juridique international, ou encore le rétrécissement du champ de nos droits et de nos libertés, la Palestine nous révèle tout ce que nous devons combattre et tout ce contre quoi il nous faut résister, car l'avenir de la Palestine est indissociable du nôtre. L'impératif du cessez-le-feu que nous avons clamé de toutes nos forces, sur terre et en mer, demeure fragile. Il s'inscrit dans ce qui a été présenté comme un plan de paix façonné par les architectes du génocide. 58% de la bande de Gaza demeure sous contrôle illégal israélien. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. Les projections de reconstruction ne concernent à ce stade que les zones sous contrôle israélien dans lesquelles les Palestiniens sont, eux, empêchés de rentrer. Édouard Saïd soulignait à juste titre que la paix imposée par l'impérialisme est une guerre invisible, mais qui est présente dans chaque geste de domination. La lutte palestinienne n'est pas une lutte humanitaire, mais précisément une lutte d'émancipation et de libération du joug colonial. Chaque fois que le monde dessinera et dictera l'avenir en Palestine sans les Palestiniens, il ajoutera une arête dans sa gorge et viendra le jour où il s'en étouffera. Car la Palestine est une leçon, en plus d'être une cause. C'est elle qui libère le monde qui prétend la libérer. Je vous remercie.